Le Nouvel Esprit Public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints. Nous poursuivons donc cette deuxième tournée de ceux de nos auditeurs qui vivent à l'extérieur de la France, quelquefois très loin, et qui ont accepté, entre le mois de mars et le mois de septembre, de nous dire comment les choses se passaient sur un plan sanitaire, social, politique, etc., dans le pays où ils se trouvent. Et c'est ce qui fait aujourd'hui que nous retrouvons Charles Bruno à Hong Kong. Charles Bruno, bonjour. Bonjour Philippe Meyer. Qu'est-ce que devient la pandémie à Hong Kong? Eh bien, en conclusion de notre dernière conversation, je vous avais dit que la situation était sous contrôle et que, et que tous les voyants étaient au vert pour que ça aille mieux. Et cela ne fait que confirmer la citation de Pierre Dac, selon laquelle la prévision est difficile, surtout lorsqu'elle concerne l'avenir, puisque quelques jours seulement après la diffusion de notre entretien, une troisième vague s'est abattue sur Hong Kong, faisant passer le nombre de cas de près de 1000 cas en juillet à plus de 5000 aujourd'hui. Et le nombre de décès, qui était de 7 au moment de notre précédent entretien, à plus de 100. Donc, une troisième vague très, très intense. Donc, je pense qu'en fait, il faut faire un premier point sur les stratégies des différents pays par rapport au coronavirus. En fait, Hong Kong et les pays asiatiques, d'une manière générale, ont une stratégie du containment. Ils veulent contenir l'épidémie, identifier tous les foyers infectieux et traiter toutes les personnes qui sont infectées. Donc, c'est la stratégie de 100% des cas traités. La stratégie française et européenne, c'est une stratégie d'abaissement de la courbe. Donc, on a abandonné l'idée de contrôler tous les cas, mais on essaye de faire en sorte que les services de santé ne soient pas complètement débordés par les arrivées, et notamment en soins intensifs. La troisième stratégie, c'est la stratégie ou l'absence de stratégie, qui est la stratégie par défaut, qui est celle de faire le pari de l'immunité collective. Donc, c'est ce qu'a fait la Suède ou les États-Unis avec les résultats qu'on connaît. À l'heure où on parle beaucoup de deuxième vague en France, je pense qu'il est aussi intéressant de faire un point sur les différentes vagues qui ont touché Hong Kong. Donc, la première vague venait de Wuhan, donc depuis l'épicentre de l'épidémie. Pour contrôler cette vague, Hong Kong a fermé ses frontières aux personnes arrivant de mainland et à contrôler donc les gens qui étaient infectés. Quelques mois plus tard, au moment où l'épidémie commençait à gagner en puissance en Europe et aux États-Unis, beaucoup de Hongkongais qui habitaient à l'étranger sont revenus à Hong Kong et ont ramené avec eux le virus. Et ce qui a fait le lit en fait de la deuxième vague d'infection, donc les cas importés. Pour contrecarrer cette vague, Hong Kong a mis en place un système de quarantaine très strict. Donc, tous les nouveaux arrivants sont confinés chez eux avec un bracelet électronique pendant 15 jours et tous les non-résidents de Hong Kong se voient refuser l'entrée. Et la troisième vague, en fait, est due aux failles, aux micro-failles qu'il y avait dans le système de quarantaine. Donc, certaines professions étaient exemptées de ces mesures de quarantaine. Je pense notamment aux pilotes d'avion ou de fret, aux hôtesses de l'air ou encore aux marins, qui n'avaient pas donc à suivre ces règles et qui ont créé, voilà, ci et là, quelques foyers infectieux qui ont fait le lit de cette troisième vague qui a été vraiment beaucoup plus violente que les deux premières. Aujourd'hui, donc, la troisième vague est sous contrôle. On n'a plus que 2 ou 3 nouveaux cas par jour. Le nombre de morts stagne aux alentours de 100. Mais les spécialistes commencent déjà à préparer la quatrième vague à venir qui viendra avec l'hiver. Et donc, Hong Kong se prépare à vivre avec le virus dans la durée. Un dernier point qui est intéressant de noter, c'est en fait quels sont les outils que Hong Kong a utilisés afin de faire face à cette pandémie sans complètement fermer l'économie. Donc, il y a eu bien sûr la fermeture des frontières,
avec les quarantaines obligatoires. Il y a eu le port du masque obligatoire, avec une amende de plus de 550 € si on se fait prendre sans masque dans un lieu public. Des mesures de distanciation sociale qui ont été très, très drastiques. Nous n'étions pas autorisés à être plus de 2 dans les endroits publics, et aujourd'hui encore, pas plus de 5, alors que l'épidémie est sous contrôle. La fermeture des restaurants après 6 heures de l'après-midi et pas plus de 2 personnes à table pendant les horaires d'ouverture. La fermeture totale des bars. Et puis, bien sûr, quelque chose qui a été mis en place il y a quelques semaines, donc le mass testing, le testage de masse, où les autorités hongkongaises, avec les autorités de Chine continentale, ont voulu faire la même stratégie qu'en mainland et tester la totalité de la population hongkongaise gratuitement afin de repérer qui étaient les porteurs silencieux. Et la population n'était pas très rassurée par voilà, le stockage des données et puis toute cette coopération entre Hong Kong et mainland. Et sur une population de 8 millions d'habitants, seulement entre guillemets 1,78 million se sont fait tester, ce qui a permis d'identifier 42 cas de porteurs silencieux. Donc 42 cas sur près de 1,8 million de personnes testées, ça reste très peu. D'accord, bah écoutez, je vous remercie de ce point extrêmement détaillé et complet qui me fait naturellement passer à un autre sujet. Pourquoi? Parce que l'un des inconvénients de la pandémie, elle n'en manque pas, c'est de reléguer tous les autres sujets au second ou à l'arrière-plan. Et parmi les autres sujets en ce qui concerne Hong Kong, il y a cette fameuse loi sur la sécurité dont je voudrais vous demander comment elle est appliquée et quelles sont les conséquences de cette application. Eh bien, depuis son implémentation le 1er juillet dernier, les premières arrestations ont eu lieu. Donc, la première arrestation a concerné 5 étudiants entre 16 et 23 ans, ce qui montre bien le profil des individus qui sont dans le collimateur de cette loi. Le problème principal de cette National Security Law, c'est son phrasé très vague. Et on attend encore en fait les premiers jugements, que les premières personnes qui ont été arrêtées soient jugées, pour vraiment jauger de la manière dont les autorités vont utiliser ou non ce phrasé très vague. Il y a cet exemple, il y a quelques semaines, un homme se baladait dans les rues de Hong Kong avec une grande pancarte sur laquelle il est écrit en grosses lettres indépendance pour Hong Kong, donc Hong Kong Independence, et en toutes petites lettres, je n'en veux surtout pas. Donc il s'est fait arrêter et on attend de voir comment il sera jugé. Non, je suis Oui. impressionné par le fait que cet homme est une espèce de Charlie Hebdo à lui tout seul. Oui, oui. Et, les commentateurs locaux ont vraiment hâte de voir avec quelle sévérité il sera jugé. Au-delà donc de ces arrestations, le coronavirus a aussi eu un impact sur cette loi parce que les Hongkongais sont connus pour exprimer leurs idées d'une manière voilà, de se mobiliser pour exprimer leurs idées. Et on avait vu l'année dernière près de 2 millions de personnes dans les rues de Hong Kong. Ce n'est pas du tout arrivé depuis l'instauration de cette loi, principalement dû au fait des mesures de distanciation sociale. Et les élections qui étaient prévues pour le mois de septembre ont également été reportées à l'année prochaine. Donc, cela rend vraiment difficile de prendre la température de la population. Et la question que tout le monde se pose, c'est voilà, si le coronavirus disparaît, est-ce que les protestations vont revenir? Donc, je ne me risquerai aucun pronostic, mais voilà, c'est la question qui est un peu sur toutes les lèvres. Au niveau du monde de l'entreprise, les entreprises sont extrêmement prudentes avec cette loi. Bon, elles l'étaient déjà auparavant, mais bon, encore plus, ils marchent sur les œufs et ils ne se risquent même plus à faire des communiqués aussi simples qu'une entreprise Intel croit en la liberté d'expression. Ça leur a été interdit par leur lawyer.
Et donc, il y a vraiment cette sensation de marcher sur des œufs par rapport à cette loi. Plus concrètement, pour les banques, ça pose un problème. Par exemple, il y a quelques mois, les États-Unis ont imposé des sanctions contre Carrie Lam, donc la gouverneure de Hong Kong, et son entourage. Mais en fait, l'application de ces sanctions américaines peut éventuellement violer la loi sur la sécurité nationale, mais mais en n'appliquant pas ces sanctions, on viole les sanctions américaines. Donc, en fait, les banques se retrouvent un petit peu Attendez, entre pardon, il y la… a un truc que je n'ai pas compris. Violer la loi sur la sécurité nationale de Hong Kong, enfin de la Chine, Oui, voilà. Ne et en pas fait, les appliquer, c'est violer la loi euh, que la Chine a imposée à Hong Kong, et ne pas les appliquer, c'est violer la loi américaine. J'ai bien compris? exactement. D'accord, Oui, et donc cette situation crée de l'incertitude, ce que les banques tentent à redouter. d'accord. Et finalement, elles redoutent, mais elles font quoi? Elles appliquent les sanctions ou pas? C'est en discussion en interne, et c'est un sujet qui reste opaque. Ce sont des informations que j'ai regroupées à D'accord. droite et à gauche, mais c'est pas vraiment très précis. Et pour le moment, vous n'avez pas dans le secteur bancaire connaissance de sanctions prises par les Américains à l'égard d'une banque, quelle que soit sa nationalité, qui n'aurait pas respecté les prescriptions américaines, ou à l'inverse, des sanctions prises par les autorités de Hong Kong contre une banque qui aurait respecté les injonctions américaines. Ce n'est pas encore un cas concret, mais ce sont des questions qui se posent. D'accord. D'accord. Alors, on vient de parler de cette loi qui est aussi une loi qui est peut-être même d'abord une loi qui touche à la liberté d'expression et donc à la liberté de la presse. Comment, depuis le mois de juillet, comment évolue la presse hongkongaise? Mais en France, on a vu, et dans le monde entier, on a vu les images de Jimmy Lai, le fondateur de Apple Daily, sortir de chez lui menotté, et de la police allant fouiller les locaux de ce journal de manière assez violente. Il y a d'autres incidents qui ont eu lieu, ça et là, comme par exemple cette reporter qui travaille chez RTHK, qui a vu sa période d'essai prolongée après avoir posé des questions un peu trop directes lors de conférences de presse avec Carrie Lam. Il y a eu voilà, le New York Times qui a décidé de transférer son headquarter asiatique à Séoul. Et donc, dans la communauté des journalistes, on fait plus attention avant à ce qu'on écrit, et il est plus difficile de trouver des personnes avec qui on peut, avec qui on peut parler et qui acceptent de le faire à visage découvert. Cela dit, voilà, la direction globale nous amène à penser que la liberté de la presse et l'expression n'a pas un très bel avenir à Hong Kong. Et donc, c'est un peu triste pour cette cité-État qui chérissait cette liberté d'expression auparavant. Le Premier ministre britannique avait annoncé que les Hongkongais qui le souhaiteraient pourraient avoir un passeport, ou en tout cas un passeport pour plusieurs années, un passeport provisoire pour plusieurs années. Est-ce que les gens commencent à prendre la tangente? Il y a beaucoup de demandes de renseignements sur les différents processus à suivre afin d'émigrer, que ce soit au Canada, en Angleterre ou même au Portugal, afin voilà, d'avoir un plan B. Donc, je pense que c'est quelque chose qu'il faut considérer dans le temps long. Et ce sont des changements que les gens vont faire dans leur vie sur le long terme. Donc, on n'est pas un exode massif qui est en train de se passer en ce moment, mais on est à un moment de préparation, de plan B, de plan C, au cas où les choses s'empirent. Et les autorités pro-Pékin essayent de freiner ce mouvement ou au contraire disent tant mieux, ceux qui s'en vont sont des gens qui nous auraient embêtés d'une manière ou d'une autre? Je n'ai pas connaissance de cas où les pro-Pékin essaieraient de mettre des bâtons dans les roues aux personnes qui essaieraient d'émigrer. Mais je sais que Pékin n'était pas très content des déclarations de Dominique Raab. D'accord. Qui était donc ce ministre britannique qui annonçait la possibilité pour les Hongkongais de venir en Grande-Bretagne. Le,
les étudiants ont été le fer de lance des démonstrations contre l'autoritarisme de Pékin. Est-ce que vous voyez arriver aussi à travers cette loi une forme de contrôle de l'enseignement et peut-être pas seulement de l'enseignement supérieur? Oui, en effet, les étudiants sont les premiers visés par cette loi et ce sont aussi ceux qui étaient à, à la tête des grandes démonstrations de l'année dernière. À tel point que ces dernières semaines, 12 étudiants ont essayé de fuir Hong Kong par bateau illégalement vers Taïwan et de tenter un voyage de plus de 400 000 nautiques en période de typhon pour voilà, fuir Hong Kong. Et ils ont été arrêtés dans les eaux chinoises par les gardes-côtes chinois et ils sont depuis détenus en Chine continentale. Donc, leurs familles ont bravé la fermeture des frontières et ont négocié des dérogations pour aller les voir. Ils sont maintenant en Chine continentale, mais ils n'ont toujours pas pu voir les membres de leur famille qui ont été arrêtés. Ils cherchent à avoir des avocats qui les aident, mais ils n'ont le choix que sur une liste d'avocats qui ont été présélectionnés par le tribunal. Et ils demandent à se faire renvoyer à Hong Kong. Donc, au-delà de l'ironie de ces jeunes qui essayaient de fuir Hong Kong et qui, puis aujourd'hui, demandent à revenir, c'est une situation voilà, un peu triste qui est révélatrice du désespoir qui peut naître dans cette partie de la population qui ne voit pas trop d'avenir pour elle-même sous un régime où la liberté de la presse et où la liberté d'expression est très encadrée. Et cela met aussi Taïwan dans une situation complexe parce que Taïwan avait promis aux Hongkongais de les accueillir au cas où il y ait des problèmes. Mais ça les met dans une situation complexe parce qu'ils ne veulent pas non plus voilà, attiser les tensions, provoquer les tensions avec la Chine continentale. Oui, compte tenu de ce que, entre Taïwan et la Chine continentale, les tensions déjà ne manquent pas. Charles Bruno, une question. Quand on s'est parlé la première fois, vous aviez créé une boîte aux lettres pour que ceux des 1000 auditeurs, à peu près 1000, du Nouvel Esprit Public qui sont à Hong Kong puissent éventuellement se rencontrer. Est-ce que ça a eu des effets? Oui, alors j'ai eu quelques réponses, mais malheureusement, quelques jours après la diffusion de notre entretien, Hong Kong est retourné sur de la distanciation sociale très poussée, et donc les bars et les restaurants sont restés fermés jusqu'à presque maintenant. Donc, je recontacterai toutes les personnes qui m'avaient contacté précédemment et j'appelle ceux qui ne l'avaient pas fait lors de la première émission à le faire afin que nous puissions organiser, dès que les règles le permettront, un petit verre entre auditeurs du Nouvel Esprit Public. Je vous rappelle l'adresse, lenepphk@gmail.com. lenepphk@gmail.com. Charles Bruno, merci beaucoup. Merci, au revoir.